Jean-Jacques, bonjour à toutes et à tous. Oui, porte-parole du CDH, Oui. donc ancien chroniqueur, ancien journaliste, redevenu porte-parole du CDH, puisque vous l'aviez été à un moment donné. Porte-parole politique, parce oui. qu'il y a ici un rôle vraiment politique dans ma fonction. Et c'est pour ça que vous parlez aujourd'hui au nom du CDH. Alors, on va parler de l'accord arc-en-ciel. C'est génial, je dirais, en 18 ans. Sans le CDH, le pacte d'excellence a été pérennisé. Et le décret inscription est abrogé. L'enseignement libre est ravi. Et le CDH, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, il faut être de bon compte. Ce n'est pas un gouvernement dogmatique qui arrive et qui se dit tout ce qui a été fait avant est nul et tout ce qu'on va faire est génial. Non. Il faut reconnaître qu'effectivement, en gardant le pacte d'excellence, ce n'est pas tellement remercier le CDH, c'est surtout remercier les acteurs de l'enseignement qui sont à la base de ce pacte d'excellence. Et donc, ça, c'est vrai que du point de vue de la méthode qui avait été initiée par Joël Milquet et puis qui a été continuée par Marie-Martine Schintz, eh bien, c'est vrai qu'il y avait une colonne vertébrale à une vraie réforme de l'enseignement. Et vous savez que faire bouger le paquebot de l'enseignement est compliqué. Donc, ça a été fait. Ça continue, c'est très bien, c'est très positif. On ne va pas dire le contraire. Par contre, voilà, il faut être vigilant sur certaines choses. Sur quoi, par exemple? Sur le financement, notamment. Il y a quand même l'objectif de continuer à construire des écoles, des nouvelles classes. Il y avait 20 millions d'euros qui étaient annuellement dédicacés à cela. Aujourd'hui, du point de vue du budget, on ne voit pas très clair. Et puis, vous savez, sur le tronc commun, on va quand même aussi être vigilant à une chose, en troisième année, le gouvernement, semble-t-il, veut instaurer 5 périodes d'orientation. Qu'est-ce qui va être mis là-dedans? On n'est pas contre le principe, d'ailleurs il avait été approché, mais là, attention à ce que ça ne dénature pas le pacte d'excellence et le tronc commun. Et donc là, on va être vigilant, et là, le nom du ministre sera très important aussi. Évidemment, c'est un libéral, la vigilance sera doublée. Alors, quel est l'intérêt pour un parti de rester dans l'opposition? Parce que finalement, si vous avez envie que les éléments qui étaient dans votre programme au moment de la campagne se retrouvent exécutés, il faut quand même être dans une majorité. Or là, vous restez au balcon. Alors, c'est pas rester au balcon. Dans le système démocratique, l'opposition, c'est fondamental. Et on aura évidemment une opposition constructive. On critiquera quand on aura l'occasion de critiquer, et notamment du point de vue budgétaire, j'espère qu'on y reviendra, parce que là, quand même, on est dans un flou. Et je pense que les francophones s'exposent avec ce qui se passe dans les gouvernements arc-en-ciel à quelque chose de très dangereux. À savoir ceci. Si le déficit se creuse, si en Wallonie, par exemple, on passe aujourd'hui environ de 22 milliards à 26, voire plus, donc 20% de déficit en plus, et qu'on n'arrive pas à colmater les brèches, on va être dans un état face au front flamand, dans le cas d'une nouvelle réforme de l'État, de réforme institutionnelle, mais on va être des raplaplas et on sera demandeur que d'une chose, c'est l'argent. Et ça, c'est catastrophique et c'est finalement l'histoire des francophones depuis le début de l'histoire des réformes de l'État. Et ça, il faut éviter. Donc, vous voyez, le rôle de l'opposition, il est fondamental parce que ce que je viens de vous raconter, personne ne l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, à Bruxelles, on pense s'endetter davantage pour pouvoir financer de nouvelles politiques. Et on sait bien qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la finance est aussi un talon d'Achille. Donc là, vous prévoyez une difficulté à ce niveau-là. Mais il faudra vérifier, il faudra monitorer, parce que le fait de s'enfoncer dans des déficits, alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'argent ne coûte pas cher, on emprunte à du taux quasi zéro. Donc de nouveau, il ne faut pas être dogmatique. Mais si c'est une stratégie politique et sans à un moment essayer de redresser la barre, eh bien ça risque quand même de mettre les francophones dans une perspective très 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 noire par rapport à l'avenir même du pays. Est-ce qu'il faut un front des partis francophones comme il y a eu à certains moments? Est-ce qu'il faut à un moment donné que les partis francophones se revoient pour discuter ensemble et avoir une position commune? Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, c'est vrai que ces dernières années, les relations intra-francophones entre présidents de partis ont été horriblement compliqué. Il y a eu franchement des fractures, que ce soit politiques, voire humaines. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup... À cause de qui? Mais je pense qu'il n'y a pas de responsable en tant que tel. Voilà, c'est une situation qui fait qui ne s'entendaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de nouveaux présidents de parti. Au CDH, il y en a un, c'est Maxime Prévost. Vous avez entendu aussi, quelque part, son appel implicite à essayer de renouer avec une équipe francophone, même pas un front, mais une équipe francophone. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les autres partis dans les mois qui viennent par rapport à la désignation de leurs nouveaux présidents et de leurs équipes. Et je pense qu'on est dans un momentum, justement, où, enfin, peut-être les francophones, parce que ce sont des nouveaux présidents, vont pouvoir recréer une nouvelle dynamique. Mais c'est fondamental aujourd'hui de se parler, évidemment. Alors, on va essayer de voir clair un peu par rapport au CDH. Comment sera ce CDH 2.0, ce nouveau CDH, et en quoi le CDH de Maxime Prévost est-il différent des précédents CDH? Je vais vous demander un petit exercice. De quel ancien parti
CDH ou PSC est-il le plus proche, Maxime Prévost? Je vous fais 3 propositions. Ouais. Le CDH de Benoît Ludget, Ouais. donc le dernier, le CDH de Joël Milquet, celui où vous étiez directeur de la communication, ou le PSC de Charles-Ferdinand Nothomb? Alors, je vais vous répondre avec cette réponse-ci, c'est que Maxime Prévost, il a été directeur politique pendant 2 ans aux côtés de Joël Milquet. J'étais à l'époque dans l'équipe. Et donc, c'est ce qui fait qu'avec Maxime Prévost, on s'entend bien. Et donc, on a vécu la réforme du CDH, je dirais, on l'a faite aussi ensemble, avec les points positifs et avec des points négatifs. Et donc, je pense que c'est, quand je dis souvent que je viens jouer une deuxième mi-temps, c'est vrai que peut-être à la fin de la première mi-temps, ben voilà, ça c'est avec l'usure du pouvoir, etc. On a peut-être un peu oublié le fil orange de la politique. Et c'est pas très grave en soi, parce qu'il y a eu des choses très positives. On parlait du pacte d'enseignement. Allez, franchement, si c'est pas un truc humaniste, je sais pas ce que c'est. Et donc, ce qu'il y a, c'est que oui, il faut s'inspirer de ce qui a été fait, et bien fait lors du changement de nom en 2002, avec un vrai feeling de Joël. Et aujourd'hui, 20 ans après, on est presque 20 ans après déjà d'aller, de renforcer le sens où ça devait aller. Et c'est vrai que je dis souvent aussi que allez, par rapport à la fibre confessionnelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est pas que l'on soit laïque, athée, musulman, bouddhiste ou chrétien. Justement, la question, c'est que nos différences font notre point commun. Je crois qu'un parti comme le CDH, qui est un parti du centre, peut vraiment créer aussi une nouvelle dynamique par rapport à cela. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il peut le faire seul ou est-ce qu'il doit s'allier à d'autres partis comme défi? Non, non. Je dirais le défi, oui. C'est justement de faire notre introspection. Aller vers aussi les citoyens, hein, comme on l'a fait avec le pacte d'excellence. Hein, on n'est pas suspect. Vous savez, les citoyens, on dit depuis quelques mois ou juste avant la campagne, « Oh, les citoyens, c'est important ». On l'a fait dès le début de la législature. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut renforcer ça au niveau du parti aussi. Alors, à la fois dans les négociations qui ont lieu là, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans les partis, on a quand même l'impression qu'il faut chercher les Bruxellois et qu'on les trouve pas. Avec vous. Et à la tête des partis, ce sont des Wallons. Bon, chez Écolo, il y aura une Bruxelloise, mais on sait qu'elle est moins expérimentée que son coprésident. Alors au CDH, où sont les Bruxellois? Alors, je vais vous dire, je suis d'accord sur l'analyse et je trouve que sur les programmes qui ont été élaborés, c'est vraiment frappant. Avec la taxe kilométrique, on voit aujourd'hui le fossé qu'il y a entre Bruxelles et la Wallonie, où on ne parle même pas de ça. Or, c'est un vrai débat. Je ne dis pas pour la taxe kilométrique, mais en tout cas, il faut remettre tout ça à plat. On n'en parle pas du côté wallon. On voit avec les écoles bilingues aussi, il y a un fossé là entre la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles et Bruxelles. Donc c'est vrai qu'on sent déjà dès le départ, quelque part, qu'il y a un manque de liant. Maintenant, je vais vous dire, à notre niveau, à nous, les Bruxellois sont bien en place, même si c'est vrai, le groupe au Parlement est déforcé par rapport à l'ancienne législature. Mais je peux vous dire que voilà, il y a une nouvelle dynamique qui est déjà en place. Je ne peux pas encore vous en parler, mais le boulot est déjà en train d'être fait. Je suppose que Céline Frémaux viendra nous en parler. Alors, vous parliez des dossiers éthiques. Maxime Prévost a dit maintenant on va laisser la liberté. Ça veut dire que si on revotait sur l'IVG, le vote serait différent au sein du groupe CDH? Oui, c'est la volonté qui est la liberté de conscience. Et c'est vrai que c'est un vrai changement au sein du parti. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est incompréhensible d'avoir encore des fractures à ce niveau-là. On peut avoir un avis différent, bien évidemment. Est-ce que c'est une fracture politique? Je ne suis pas persuadé. Et vous laisserez au crédit du CDH à l'époque. Alors, voilà, ne pas nécessairement avoir été très clair sur ces sujets-là, il faut savoir l'admettre, mais en revanche, d'avoir réussi quelque chose qui a été raté complètement en France. C'est que nous avons fait un débat qui était pacifié, un débat serein en Belgique. Quand on voit ce qui s'est passé en France sur le mariage homosexuel, les gens se frappaient quasi sur la figure. Ça va pas. Ça va pas. Et donc aujourd'hui, je pense que justement, ce qu'a réussi le CDH à l'époque, c'était d'avoir un débat pacifié. Aujourd'hui, eh bien, il faut peut-être ouvrir quelque peu les bras un peu plus largement. Oui. Alors, vous étiez chroniqueur, journaliste, avant de revenir à vos amours politiques. Alors, je vais vous donner quelques questions d'actualité. Vous allez réagir, ce sera l'exercice. Alors, il n'y a pas d'agent de liaison Wallonie-Bruxelles dans la déclaration c'est encore un exemple de fracture. Et pourtant, ça devrait être nommé en correspondance avec l'agent de liaison Bruxelles-Wallonie, Olivier Minguin. Donc c'est une erreur, ça? Alors, j'ai eu mon analyse, c'est que Olivier Minguin a peut-être commis une erreur. C'est que ça...
son interview de rentrée, il a tapé sur le MR, il a tapé sur le CDH, ce qui donnait plus l'impression d'un agent double qu'un agent de liaison. Ceci expliquant peut-être cela. Maintenant, voilà, je ne crois pas que ce soit ça l'essentiel. Je pense que c'est surtout, franchement, c'est comment fonctionne la Belgique. C'est au niveau des présidents de parti que ça doit se passer, de rétablir ce dialogue. Alors, autre réaction, on a parlé des compétences des commissaires européens, c'était hier, et il y en a un, celui qui doit s'occuper de la migration, qui va s'occuper en fait de la protection du mode de vie européen, parce qu'on n'a pas osé dire le mot migration. C'est puant. Je vous le dis comme ça, c'est puant, oui. Et autre remarque là-dessus? Non, c'est-à-dire qu'on... C'est de la novlangue? Nous avons un socle de valeurs communes. Ça, c'est évident. Je veux dire, la tolérance, l'égalité homme-femme, mais il faut libeller comme ça. Les valeurs, oui, on a des valeurs dans notre démocratie, dans notre Europe. Oui, on a des valeurs, on a les droits humains, bien évidemment. Mais faire du protectionnisme comme ça, franchement, non, ça pue cette affaire. Alors Didier Reynders, nommé gardien de l'état de droit, plutôt que du budget, finalement. Écoutez, j'ai des relations toujours un peu compliquées, moi, avec Didier Reynders, comme journaliste et chroniqueur. Mais voilà, il est nommé, il faut lui souhaiter bonne chance. Quand même, le représentant du pays au niveau de la Commission européenne. Ce rôle est fondamental, à l'instar de Charles Michel aussi. Je pense que voilà, on doit les soutenir. Il ne faut pas toujours être non plus comme ça, taper sur l'adversaire parce qu'il a la couleur que l'on préfère. C'est complètement ridicule. Alors, le patron de Air Antwerp qui a dit que la gare du Midi, c'est le Kosovo. Ouais. Alors, j'ai été au Kosovo. Durant le conflit. Il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Et encore une dernière réaction sur le PTB qui lance une pétition pour la pension à 1 500 € pour tous. Alors, est-ce que c'est démago ou est-ce que c'est ambitieux, ça? Alors, je pense qu'on a un gros problème dans ce pays par rapport aux aînés et aux pensions. D'une part, et là c'est triste de voir que dans les gouvernements arc-en-ciel, on abandonne les aînés, notamment par rapport à l'assurance autonomie, qui est finalement les aider pour avoir des services chez eux avec les personnes âgées. Ouais, quand on voit qu'on paye en moyenne 1 700 € pour une place dans un home, voilà, c'était quand même le bienvenu. Maintenant, ce qui est scandaleux, c'est qu'en Belgique, notamment par rapport à la France, dans le pays juste à côté, c'est qu'à carrière égale, un pensionné en France a 40% de plus. Donc c'est vrai que ça va pas. Ça, c'est pas possible. Et les personnes âgées, les seniors, basculent de plus en plus dans la pauvreté parce que les loyers augmentent. Vous allez signer la pétition du PTB alors? Je pense que la méthode, objectivement, ça par contre, c'est un peu facile. Ce qu'il y a, on sait très bien. On n'a pas nécessairement les ressources financières, mais en tout cas, de faire de manière progressive, tendre vers les 1 500 €, oui, c'est fondamental, bien évidemment. Merci Alain Ravière. Demain, je recevrai Delphine Chabert. On parlera encore de ce fameux accord arc-en-ciel. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.